C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie dans lequel on fera la distinction entre une offre et le geste ou le verbe d'offrir. Alors, c'est vraiment pas la même chose et c'est ce dont il sera question aujourd'hui. J'arrive comment ce matin? En fait, je suis très tôt au bureau. On va voir le soleil se lever derrière moi pour ceux qui, en tout cas, si jamais ça se retrouve dans un clip. Sinon, vous m'écoutez avec ma douce voix, donc vous ne pouvez pas voir, mais je suis bien excitée cette semaine. Rouge est au bureau et donc on a la chance de faire nos meetings d'équipe les trois filles ensemble, des brainstorms, des réflexions. Donc, ça me remplit. Je sais qu'on va avoir une superbe journée ensemble au bureau et ça m'anime grandement ce matin et miraculeusement, j'ai dormi une excellente nuit. Et je me suis réveillée toute seule, donc c'est pas un enfant qui m'a réveillée ce matin. Et pour moi, ça fait une grande différence. Offre versus offrir. L'autre jour, on avait une discussion avec des collègues, des entrepreneurs, mais c'est une discussion qui revient quand même souvent avec d'autres aussi. Et on se disait, c'est fou parce que si on arrête de faire des efforts, si on arrête d'être vu, d'être entendu, en anglais on dit d'être out there, si on arrête d'aller chercher des clients, mais 6 mois plus tard, on en fait les frais. On paye, entre guillemets, OK? Ou on paye les intérêts de notre inaction. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours important de dire, est-ce que c'est clair pour moi ce que j'offre? Est-ce que je vais poser des gestes à chaque jour, à chaque semaine pour offrir ces offres-là à quelqu'un? Il y a vraiment une nuance. L'offre, c'est beaucoup plus passif. On crée une offre, puis après, elle existe. Mais si on la laisse sur une tablette, là, à prendre la poussière, personne ne va venir l'acheter. Ou du moins, on s'en remet à la chance. Puis un entrepreneur ne s'en remet pas à la chance. Un entrepreneur pose des actions et va sortir, aller voir d'autres personnes et offrir ce qu'il a à vendre à d'autres personnes. Alors, une offre, si on commence par vraiment identifier, ça veut dire quoi l'offre, ça veut dire quoi offrir dans ma conception à moi ce matin. Donc, une offre magnétique, OK, c'est une offre, quelque chose que je peux acheter, OK, finalement. Je peux passer ma carte de crédit et donc, qui répond à un problème que je vis ou un besoin que je ressens, OK? Donc, j'ai un besoin qui émerge, j'ai une problématique à solutionner et je vais acheter l'offre qu'on a pour moi. On peut penser à des produits, on peut penser à des services, on peut penser à des packages de produits et services. OK? À ce niveau-là, on peut s'amuser. Et donc, quand je parle d'offres magnétiques, grosso modo, qu'est-ce que nous, entrepreneurs, on doit avoir défini pour dire « j'ai une nouvelle offre sur le marché ». Eh bien, il faut donner un nom à son offre, un nom clair, un prix. On se dit hey, « ça, je vends ça pour tel prix ». Prenons par exemple l'ibuprofène. OK? Souvent, on voit ça sous la marque Advil ou Motrin. Mais on ne va pas vendre la molécule d'ibuprofène. On ne va pas expliquer dans le corps comment va fonctionner la molécule pour aller soigner la douleur. On va dire, tu as un maux de tête, tu as un mal de tête, tu as des maux de ventre, tu as des maux de ci, ça. Prends la capsule et ça va solutionner le mal de tête. Et donc, on n'a pas besoin de tout expliquer. Donc, ça, c'est la valeur perçue. La valeur perçue de l'ibuprofène, ça va enlever mon mal de tête. Donc, ça, c'est important quand on vend notre offre de service. Il faut réellement aller comprendre qu'est-ce qu'il y a de la valeur là-dedans, dans la perception de notre client. Pas de nous, parce que nous, on le sait pourquoi ça a de la valeur. Moi, quand je fais une strat marketing, il n'y a aucun souci, là. Je sais, moi, je vois déjà dans 5 puis dans 10 ans pour l'entrepreneur devant moi.
Mais lui, quand il est assis, ou elle devant moi, qu'est-ce qu'il perçoit comme ayant de la valeur à court terme pour lui? Donc, la valeur perçue. Et finalement, une offre magnétique va comprendre des preuves très, très tangibles qui vont donner de la crédibilité à votre offre. Une offre qui est crédible, on va pouvoir parler de preuves comme le nombre de personnes qui ont acheté, vos années d'expérience en la matière, des certifications peut-être que vous avez, des statistiques de réussite ou d'appréciation que vous avez mesurées, des avis d'autres clients ou de collègues qui ont dit « Hey, wow, cette offre-là est extraordinaire » et donc ils vont ajouter crédibilité, entériner la valeur de votre offre ou de votre produit, de votre service sur le marché. Donc, je répète, une offre magnétique, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend un nom, un prix, des livrables précis, une mention de la valeur perçue, si on la comprend, on est capable de la définir, et finalement, des éléments de preuve pour crédibiliser votre offre. Alors, quand on a packagé, en franglais, quand on a packagé notre offre de service, notre offre de produit ou de produit-service, pensez par exemple si je vends une piscine puis je vends le plan d'entretien de la piscine, c'est un produit, un service. Eh bien, quand j'ai packagé ça, c'est magnifique. J'ai une offre claire. Et donc, quand les gens appellent puis disent « Hey, j'ai besoin d'aide pour ma piscine. » Ah, ben, je vends des piscines, je fais de l'accompagnement, je peux faire les deux, un, l'autre. De quoi as-tu besoin? C'est clair, c'est net, c'est précis. On sait combien ça coûte. On sait ce qui va être livré. Et même, je dirais, quand on a fait cet exercice-là, c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup plus facile de gérer les opérations à l'interne. Parce que on sait que quand on a vendu une piscine puis un plan d'accompagnement, ou un plan de nettoyage ou d'entretien, OK? Je vais utiliser les mots justes. Le plan d'entretien pour la piscine, ben on sait exactement combien de temps on va accompagner la personne, qu'est-ce qui est compris. Ben, je dois avoir un collègue qui va aller faire l'entretien, je dois avoir 12 collègues qui vont aller faire l'installation tel jour. Donc, c'est très, très facile d'organiser les opérations à l'interne. Alors, donc ça, vraiment important, l'étape 1. Puis juste cette étape-là, d'avoir une offre, là, souvent dans les 5 à 7, moi je l'observe, là, les entrepreneurs, ils n'ont pas d'offre. Et je me souviens même d'avoir booké une rencontre exploratoire avec une rédactrice qui sortait d'une formation. Puis là, on disait, ouais, mais qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu proposes? Ah, ben, je suis en train de le définir. Puis combien ça coûte? Ben, ça va être très cher, mais cher combien? Tu sais, peut-être qu'on a de l'argent. Ah, ben, vraiment cher. Mais là, tout était flou. Alors, c'est la première étape de se dire qu'est-ce que j'ai à offrir clairement, de s'asseoir, de le clarifier. Et ici, avant de passer à offrir, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste nommer que faites attention de ne pas vous éparpiller dans l'offre de service. L'offre de produit, on en a parlé dans un épisode précédent, c'est une trappe pour les entrepreneurs. On peut se faire piéger par ça. Rappelez-vous, notre exemple de restaurant, les plus grands restaurants ont une carte très spécifique, très simple. Ils font ce dans quoi ils sont le meilleur et ils ont un focus là-dessus. Donc, quand on commence puis on se lance, ou du moins quand on fait le travail de revoir ces offres magnétiques, on peut commencer par une, la vendre. Puis après, quand on a saturé, on en fait une deuxième, plutôt que de s'éparpiller, en faire plein en même temps puis tout faire à moitié. Maintenant, on passe au verbe offrir, OK? Et lui, c'est lui qui nous met en danger quand on est un entrepreneur. Offrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, j'ai réfléchi à mon client idéal, j'ai une offre magnétique et maintenant, je dois trouver des clients qui veulent de cette offre-là. Et donc, on commence par faire une liste de clients potentiels qui pourraient acheter. Puis là, je vous invite à réfléchir parce que si je fais des savons dans mon sous-sol, potentiellement que les clients qui vont acheter, ça pourrait être des boutiques, des sites de vente en ligne, par exemple. Donc, des gens qui ont déjà un grand réseau d'acheteurs. Puis moi, je vais être stratégique. Je veux pas aller faire toujours des kiosques puis que ça soit long, puis que je doive bâtir mon audience. Je veux vendre mes savons tout de suite. Mon offre, je veux la vendre rapidement pour avoir de l'oxygène dans l'entreprise, c'est-à-dire de l'argent. Et donc, c'est d'identifier où sont mes clients idéaux ou où sont mes groupes de clients idéaux, des réseaux qui pourraient me permettre d'en rejoindre un plus grand nombre plus rapidement. OK? Donc, on identifie qui seraient les potentiels clients idéaux. Étape 2, on se fait une liste Excel. C'est pas compliqué. Ou Google Sheet ou peu importe l'outil que vous aimez. Donc, vous faites votre liste
Et puis, vous vous assurez de prendre des notes. Vous faites les colonnes dont vous avez besoin là pour prendre vos notes. À quelle date vous avez fait la première approche, deuxième approche. Allez-vous prendre un café? Allez-vous cogner sur place pour rencontrer la personne responsable? Est-ce que vous commencez par ajouter les personnes sur LinkedIn d'abord? Question qu'elles vous voient passer avant de 2-3 mois plus tard, là, dire « Hey, est-ce qu'on prend un café virtuel? » Et donc, c'est d'être stratégique dans vos différentes étapes. Puis si vous avez besoin d'aide, vous savez qui appeler. On est là pour vous aider avec ces étapes-là parce que dans votre contexte, dans votre réseau d'affaires, c'est important de comprendre si je vends des savons, si je vends de la thérapie ou si je suis vétérinaire ou si je suis dans un salon funéraire ou si je vends des chars. C'est pas la même réalité, OK, dans les pipelines de vente, mais on se fait différentes étapes de vente et puis on va de l'avant, on ose. On fait une étape après l'autre qu'on s'est donnée pour la liste de clients potentiels. Et à chaque semaine, idéalement, on ajoute des clients potentiels sur la liste et on va faire les suivis où on est rendu dans les colonnes. Par exemple, disons, moi, la firme, ma colonne 1, c'est trouver des personnes. Colonne 2, c'est ajouter les responsables sur LinkedIn. Colonne 3, 3 mois après l'ajout sur LinkedIn, je vais demander un café virtuel. Colonne 4, je vais envoyer un outil gratuit. Puis colonne 5, je vais offrir quelque chose de concret, une rencontre exploratoire pour les aider dans leur stratégie. OK, ça, c'est un exemple. Et donc, je pourrais me donner tous les mercredis matin, je prends 2 heures. Ce 2 heures-là, je fais que ça. Même si j'ai peur, même si je me mets en danger, même si je peux vivre du rejet, j'ose, je fais les étapes comme un robot. Je vais ajouter 10 personnes, je vais faire mes relances, puis je garde actif ce réseau de personnes, de potentiels acheteurs de mon offre magnétique. OK? Donc ça, c'est hyper important. Étape 1, on identifie les clients idéaux potentiels et ça, c'est une tâche récurrente. À chaque semaine, on veut nourrir cette liste-là. Étape 2, on se fait un Excel, un Google Sheet, une liste, un pipeline de vente et puis on approche des gens. On fait le geste d'approcher, d'aller vers l'autre, physiquement ou en ligne. Puis, je reviens là, si on va directement vers des consommateurs ou d'autres entreprises, ben on peut essayer de trouver des réseaux où sont ces gens-là pour essayer de rejoindre plus de gens plus vite. Et étape 3, on ose. On passe à l'action. On fait les actions qu'on s'est données dans notre pipeline, pardonnez-moi, là, ou entonnoir de vente, les différentes étapes qu'on s'est données pour aller se faire connaître, aller initier des relations avec des potentiels acheteurs et on ose ces actions-là. Et là, je crois que vous avez bien compris la nuance entre l'offre magnétique qui ne se vend pas toute seule et le verbe offrir. Donc, aller sortir, aller présenter ce que vous avez à vendre à des acheteurs potentiels. Et pourquoi c'est important cet épisode ce matin? Pourquoi on a choisi ça? On est encore dans le début du balado, j'aime ta compagnie. Mais le contexte économique actuel, il n'est pas évident. Et notre observation à la firme, c'est que même les personnes en charge de budget en institutions publiques, parapubliques, font beaucoup plus attention à leurs investissements parce que ce qu'on entend aux nouvelles, c'est qu'il y a potentiel, il y a pas potentiel, il y a inflation, potentielle récession. On est là à toujours à regarder les augmentations de taux, est-ce que ça va bouger? Et donc, tout le monde, même ceux qui ont plein d'argent, deviennent un peu sur leur garde. Et c'est un réflexe qui est normal. Ça fait qu'on est dans un contexte où c'est beaucoup plus difficile de vendre en ce moment. Donc, il faut faire 5-10 fois plus d'efforts pour aller chercher une vente. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Non. C'est sûr qu'il y a certaines entreprises que ça va toujours très fluidement, très rapidement. Mais pour la majorité des cas en ce moment, les gens font attention à leurs sous, autant les consommateurs qui sont à l'épicerie que les gens en affaires d'une entreprise à l'autre dans les négociations. Et donc, on doit faire 5 fois plus d'efforts, 10 fois plus d'efforts pour aller chercher la vente qu'on allait chercher il y a 5 ans. Et donc, plutôt que de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de pas correct, je suis pas bon, je suis pas bonne, comment ça les autres ça marche », je veux juste vous dire, moi je parle à plein d'entrepreneurs à la journée longue, c'est moins évident pour la majorité en ce moment. Et donc, vous avez 2 choix, soit vous pleurez sur votre sort ou soit vous prenez les choses en main, vous passez à l'action et vous allez chercher les ventes. Et puis, il va y avoir de la place.
parce que je vais être très dure, mais il y a des entreprises qui vont fermer sous peu. Tout le monde vit des grandes difficultés. Puis ceux qui vont vraiment prendre le taureau par les cornes vont avoir une belle opportunité. Ils vont placer le succès pour le futur. Il y a des freins à oser offrir. Là, on va aller du côté plus inconfortable. Puis, je vais parler de différentes peurs. Des peurs qui sont souvent sous-jacentes, je vais dire, qui sont, en anglais, on dirait dans le backstore de notre tête, OK? C'est des peurs qui sont parfois un peu inconscientes, puis qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer. Puis souvent, comment ça va se matérialiser? Bien, on va intellectualiser le truc. On va se faire croire que, par exemple, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour réfléchir à ma liste Excel. Tu sais, je disais, il faut faire une liste de clients potentiels. C'est un exemple que je donne, là, mais vous allez vous reconnaître dans votre réalité, puis ça va se matérialiser différemment chez chaque individu. Mais par exemple, moi, avec ma liste Excel, là, je ferais des recherches là, de 2-3 heures par client potentiel que je vais mettre sur ma liste pour être certaine que j'ai fait le tour de leurs réseaux sociaux, que je comprends leur offre. Puis là, je les étudie, mais jamais je communique avec eux. Parce que j'intellectualise que « Oh non, faut que je les connaisse comme il faut pour faire un bon travail. » Mais au fond, j'ai juste peur de cogner à la porte, de demander une rencontre. Puis pour repousser ça, j'intellectualise que c'est parce que je fais beaucoup de recherches et que c'est important de le faire. Alors, faites bien attention à la façon dont vous intellectualisez ou vous raisonnez le pourquoi vous faites de l'évitement, d'oser offrir ce que vous avez à vendre. Parce que c'est commun, là, ça aussi, c'est chez la majorité des gens. Puis je vais vous parler de différents exemples de peurs que je croise dans ma pratique et que je croise dans mon ventre à moi-même. Puis, sûrement, quand je vais nommer les peurs ou les expliquer, ça se peut que vous ressentez un petit quelque chose en dedans. Puis là, ça va être un marqueur qui va dire « Hey, ça, là, ça doit être ça que moi, je vis. » OK? Puis, si jamais je nomme pas votre peur à vous, ben prenez le temps de prendre 5-6 grandes respirations, puis essayez de revoir, là, observez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'oser cogner à des portes, aller faire un pitch, prendre le téléphone, écrire un premier courriel, ajouter une personne sur LinkedIn? OK, c'est important parce que si on comprend pas la peur, on peut pas y parler à cette peur-là. On peut pas y dire « Je t'ai entendu, c'est correct, j'ai peur de ça, mais je vais quand même oser demander un rendez-vous avec telle personne. » OK? C'est un peu le mécanisme qui est important de. Mais si à la base, on ne reconnaît pas la peur qui nous empêche d'avancer, c'est elle qui a du pouvoir sur nous. Parce qu'elle est sneaky, elle est ratoureuse, elle est capable de prendre le contrôle de la situation, cette peur. Donc, la première peur dont je vais parler, elle est évidente, peur de l'échec. OK? Si on pense qu'on a une offre extraordinaire, on cogne aux portes, personne n'en veut, bang, échec. On a l'impression de s'être un peu trompé. Au lieu de se dire « Ah, ben j'ai appris que cette offre-là, j'étais un petit peu à côté. La prochaine fois, je vais faire des entrevues avec des clients potentiels pour mieux m'aligner sur les besoins et la problématique. » Mais non, on va dire « Ah, je suis en échec. » Donc, on a peur d'être en échec. On a peur de démontrer qu'on était à côté. On peut avoir la peur du rejet. C'est sûr que quand on approche des gens dans le monde d'aujourd'hui, ils sont bien occupés. C'est pas tout le monde qui a du temps. La plupart des entrepreneurs assez haut niveau, c'est surprenant parce que les autres, ils t'ouvrent toujours la porte. Puis c'est pour des belles discussions. Mais par contre, il faut être haut niveau dans la façon dont on pose nos questions. Il faut être haut niveau dans la façon dont on offre les choses. Puis on dirait que ça se sent, ça c'est juste quelqu'un qui veut vendre pour vendre, c'est quelqu'un qui est en train de paniquer parce qu'il est dans le rouge dans son entreprise. Ça c'est quelqu'un qui est en train de développer ses relations. Quand on a ce mindset de développer les relations puis d'ouvrir des portes, juste pour continuer d'ouvrir des portes, ben les gens le sentent et nous ouvrent leurs portes et il y a beaucoup d'entraide, OK? On dirait, je sais pas si vous avez lu le livre Givers and Takers. Les takers, là, c'est des gens qui vont toujours prendre, puis ils peuvent des fois même manipuler pour te faire croire que t'en donnes pas assez. Tandis que les givers, c'est des gens qui, même quand ils te demandent, tu sens que c'est avec générosité, puis tu sens qu'ils vont passer au suivant par la suite. Et on dirait qu'entre entrepreneurs, on se sent. Et puis, moi, je suis très givers dans l'âme et surprenamment, je sens qu'on m'ouvre beaucoup de portes là, quand j'ose demander. Puis avant, j'osais jamais parce que j'avais l'impression d'aller prendre leur temps. Donc, étant très givers dans l'âme, je me sentais tout le temps coupable de demander de l'aide. Tandis que là, quand je le fais, on dirait quand on est très généreux avec d'autres
je sais pas, il y a de quoi dans l'énergie qui se place, puis les gens ressentent que tu veux vraiment simplement avoir une belle rencontre, une belle discussion, proposer tes services, la porte est ouverte. Donc, moi, j'ai de superbes résultats. Alors, si vous arrivez avec une âme en paix et puis que vous êtes là pour les bonnes raisons, ça va se sentir. Alors, la peur du rejet, au fond, c'est que c'est un peu une façon détournée de voir ça comme du rejet, mais les gens sont occupés. Soyons pas le temps simplement. Ça veut rien dire sur vous, ça veut rien dire sur votre offre. Il faut continuer, OK? Peur de la critique. Ça aussi, quand on fait une offre, quand on ouvre des portes, c'est sûr que les gens vont nous critiquer. Moi, dernièrement, j'ai fait une étude de marché, ça m'a ouvert plein de portes, j'ai eu plein de belles discussions, mais les gens critiquaient mon truc, puis c'est ce que je voulais. Mais si on est fragile sur le plan de l'ego, il faut commencer par soigner ça, parce qu'en entrepreneuriat, si tu es là pour prouver que tu es bon puis que tu es signifiant, ça va être long, parce que c'est dur, l'entrepreneuriat. On le disait dans un autre épisode, là, je pense qu'il va être diffusé un petit peu plus tard, j'irai pas là tout de suite, mais pour 9 non, on a un oui souvent en ce moment, là. Donc, les 9 non, c'est pas tant une critique contre vous ou c'est pas tant une critique contre votre offre, mais c'est juste qu'il faut la réajuster, il faut la retravailler. On est toujours en optimisation, puis ce sont des beaux apprentissages. Peur de ne pas livrer. Ça, surprenamment, chez les gens les plus intelligents, il y a cette peur de pas être à la hauteur. Puis c'est fascinant parce que les personnes qui sont plus bof, relax, ben ils s'en font pas avec ça. Ils vendent, puis ils vont livrer ce qu'ils livrent, puis il y a pas de problème. Mais quand quelqu'un est super intelligent et super bienveillant, il y a une forme de peur comme un imposteur, là. Je vais vendre ça, mais qui je suis moi pour? Alors ça, il faut faire très, très attention. Il faut se parler, il faut revenir, revoir notre expérience, nos formations, ce que ça a donné en termes de résultats, ne serait-ce que d'écrire dans un petit journal, là, bon, j'ai changé la vie de qui, moi? J'ai outillé qui avec mon offre de produits ou services? Qu'est-ce que ça a donné? Vous pouvez retourner lire des avis Google, des avis des gens qui vous ont dit merci. Imprimez les courriels de « Hey, merci, ça a changé ma trajectoire, ton aide, ton soutien. » Donc, très important de reconnaître la peur de ne pas livrer et de l'adresser. La peur de la surcharge. Donc, des fois, on va se dire « Oh mon Dieu, mais là, en ce moment, là, j'ai beaucoup de travail, donc je vais arrêter d'aller ouvrir des portes parce que je suis pas capable de livrer. » Mais attention, parce que c'est dans 6 mois que tu vas vivre les contre-coups de ton laxisme actuel ou du fait que tu as priorisé de livrer tes opérations. Alors ça, il faut faire très, très attention. Il faut s'outiller nous, à la firme, on travaille avec Monday.com et on suit de très près notre charge de travail. Là, c'est l'outil Workload dans Monday. Puis, on arrive à voir qu'est-ce qui est à l'horaire. Si je signe un deal demain, je sais exactement où est-ce que je vais aller le mettre dans le temps pour que ce soit digeste. Donc, je suis toujours en train de vendre. Puis, même si on a 2-3 mois de production, moi, j'en rêve de ça. Je n'y suis pas encore arrivée avec mon entreprise d'avoir 2-3 mois à plein pour les 3 filles. Mais si j'ai ça, je vais continuer à vendre pareil pour aller au 4e mois. OK? Il faut toujours rester là-dedans. Il faut gérer la charge de travail plutôt que de se faire contrôler par la peur d'être surchargé. Et finalement, la peur du succès. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Moi, ça m'est arrivé. Quelque part dans ma vie, j'ai intériorisé qu'avoir du succès, si je réussissais, si je rayonnais, si je projetais une image de fille qui l'a facile, qui réussit, ben pour moi, j'avais intellectualisé que les gens allaient moins m'aimer parce que je réussissais trop, parce que je faisais de l'ombre. OK, c'est niaiseux, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'était très, très ancré en moi qu'il fallait que je reste très petite pour que les gens m'aiment. Et moi, ça m'a freinée vraiment longtemps parce que j'aurais pas osé faire un balado, j'aurais pas osé prendre la place. J'aurais pas osé dire hey, « oui, j'accepte ta conférence, puis je vais être devant tout le monde, puis watch out ». Mais là, maintenant, j'ai compris ça, puis j'ai compris que si moi, je m'élève, je rayonne. Et si je rayonne, je m'élève, je partage des trucs, je vais inviter d'autres gens qui, comme moi, ont le goût de s'élever, à s'élever davantage. Donc, si quelqu'un se dit « Ah, Marie-Michel me fait de l'ombre », ben maintenant, dans ma tête, j'ai compris que ça appartient à cette personne-là. Puis, j'ai envie d'attirer des gens qui ont envie qu'on s'élève tout le monde ensemble, qu'on apprenne ensemble.
puis qu'on ait ensemble du succès collectivement. Alors, ceux qui ont peur du succès, là, ça, c'est super insidieux, très, très insidieux, parce que c'est pas très populaire. Tout le monde veut du succès, là, de consciemment, intellectuellement, là. Donc, souvent, c'est très, très caché. Je vous invite à y réfléchir. Alors, c'est important de voir clair dans ces peurs. Elles vont vous contrôler sinon. Si vous voulez redevenir le patron, la patronne du jeu, ben, il faut prendre le dessus sur vos peurs. Il faut leur parler, il faut les calmer. Ils sont là pour vous protéger, vos peurs. Probablement qu'elles viennent de très loin, ces peurs-là. Mais vous pouvez leur dire, non, ça va bien. Maintenant, je sais où je vais, je suis confiant, je vais travailler. Puis, quand ça va tourner au vinaigre, j'aurai toutes les capacités en moi et l'expérience nécessaire pour faire face au vinaigre qui va tourner, OK? Alors, je répète toujours à l'équipe, on n'apprend pas à nager sur le bord de la piscine. Il faut plonger, même si c'est froid au début. Comme d'habitude, ceux qui nous écoutent depuis le début, vous nous avez entendu parler des indicateurs de performance. Quand on a une offre magnétique, qu'on la met en marché, ben c'est le marché qui décide. C'est le marché qui va nous informer. Puis les plus grands entrepreneurs de ce monde-là, quand tu t'intéresses à eux, ils ont plein d'offres qui n'ont pas marché. Ils ont une audience. Ils ont plein de gens qui vendent. Ils ont de la crédibilité. Ils ont de la notoriété. Ils se font trouver sur Internet. Puis ils ont quand même des offres qui ne fonctionnent pas. Alors, quelque part, il faut en revenir. Il faut se dire, ça n'a pas marché. On continue, on mesure nos indicateurs de performance, on peaufine, on ajuste. Des fois, c'est l'offre au complet qui doit aller à la poubelle. Des fois, c'est le titre de l'offre qui ne pogne pas. OK? Donc, on peut s'amuser comme ça avec le marketing. Faut pas trop se prendre la tête. Faut juste se dire, j'ai fait des nouveaux apprentissages. Dans mes indicateurs, je le vois que c'est payant. Ça ne l'est pas assez et je m'ajuste. Et vous avez tout en vous pour ajuster. Ne cherchez pas un gourou pour vous dire quoi faire nécessairement, là. Vous avez tout en vous pour ajuster vos offres et votre plan de match pour aller offrir. Avant de vous laisser, je vais parler de 4 idées pour offrir. 4 façons, 4 tactiques, 4 actions, appelez ça comme vous voulez. Donc, 1, votre fameux tableau Excel, OK, du début. Mais ça, au fond, ce que c'est des relations 1 à 1. On ouvre des portes 1 à 1. On prend le téléphone, on écrit un courriel, on va ajouter la personne sur LinkedIn et on ose faire un contact. Donc, approche 1 à 1. Et via les méthodes de communication les plus traditionnelles, on initie et on enrichit une relation. Ça, c'est très important de prendre des notes puis de vous assurer une relation que vous initiez, prenez des nouvelles tous les 6 mois, tous les 12 mois, on continue d'enrichir la relation. Idée numéro 2, des offres sur les réseaux sociaux. Donc, parlez de votre offre dans vos stories Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Osez parler de ce que vous avez à vendre. Des fois, sur les réseaux sociaux, on veut tellement être politically correct, on veut être gentil, on veut être aimé, on veut que notre audience, il nous aime. Mais une fois sur 5, à peu près, il faut parler de quelque chose qu'on a à vendre. Étape numéro 3, l'infolettre. Ça, c'est une action qui est sous-estimée. Dans l'infolettre, souvent, on va parler de contenu. Tu sais, nous, à la firme, là, si vous n'êtes pas abonné à notre infolettre, allez sur le site, c'est super simple, pied de page, vous pouvez vous abonner. Tous les mois, on envoie, par exemple, des contenus. On va faire des liens vers d'autres épisodes de balado, des articles qu'on a vu passer, des nouvelles importantes dans l'industrie du marketing pour outiller les entrepreneurs. Mais une fois de temps en temps, on parle de ce qu'on a à vendre. Il faut oser, il faut offrir. On revient à plutôt offrir, c'est pas l'offre. Et l'idée de l'action numéro 4, on peut offrir en publicité. Souvent, en publicité, on va penser en publicité numérique. Pour les entreprises qui n'ont pas de département marketing, ça peut être plus accessible financièrement. Et on peut s'amuser pour faire des pubs at large avec de la vidéo, des pubs interaction. Donc, les gens vont interagir avec nos trucs. Puis après, on fait du remarketing avec notre offre. Parce que si on pousse tout de suite en publicité quelque chose à vendre à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de nous, ça va être difficile dans le contexte actuel. Mais si on a une stratégie de « je pousse une publicité à tout le monde, puis ensuite, je fais le remarketing des gens qui ont engagé avec mon offre à vendre », là, par exemple, on commence à casser la pièce en 8 et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Et
ce n'est pas à sous-estimer. Souvent, quand les gens mettent de la pub, ils disent « Ah, je mets de la pub, ça va marcher tout seul », mais il faut être très, 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 très stratégique. Où est-ce qu'on met notre argent en publicité et comment on s'amuse à assurer le remarketing des personnes qui nous connaissent déjà, qu'on parle d'une offre qui est payante ou d'un produit qui est payant. Alors, je rappelle les 4 idées pour offrir des approches 1 à 1. Souvent, ça, c'est ce qui est le plus payant. Puis là, je veux dire même, je répète ce que j'ai dit plus tôt, les gens là qui sont dans le produit mais qu'on vend un peu aux consommateurs direct, là, ben allez vous trouver des distributeurs ou des boutiques qui peuvent vendre pour vous autres. La relation, c'est pas nécessairement Ginette qui achète le savon, mais ça va être Martine qui vend le savon à 35 Ginettes à toutes les semaines, OK? Donc, pensez à ça dans vos approches 1 à 1. Action numéro 2, pensez offrir ce que vous avez à vendre sur les réseaux sociaux. Action numéro 3, il y a offrir ce que vous avez à vendre dans l'infolettre. Et action numéro 4, offrir ce que vous avez à vendre en publicité. Alors, en conclusion, osez offrir votre offre de produits ou services. Osez vous amuser. Il faut voir ça comme un jeu. Puis quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On commence par optimiser des petites affaires. Si ça marche toujours pas, on optimise des plus grosses affaires. Si ça marche toujours pas, on fait des entrevues avec des clients actuels ou potentiels pour voir qu'est-ce qui fait que ça accroche mon offre. Si ça marche toujours pas, on jette aux poubelles et on recommence à partir des entrevues qu'on a faites avec nos clients actuels et potentiels. Je veux juste terminer en vous disant, ne sous-estimez pas vos clients actuels. Souvent en marketing, on voit beaucoup d'efforts qui sont faits pour aller chercher des nouveaux clients, mais prendre soin de vos clients actuels ou de vos relations d'affaires actuelles, ça va être 15 fois plus payant. Alors, assurez-vous de continuer d'offrir ce que vous avez à vendre à des personnes qui ont déjà acheté ou à des personnes qui sont déjà très, très proches dans votre réseau et qui ont un réseau d'acheteurs pour votre produit ou votre service autour. Alors, assurez-vous de réellement rester collé à des gens avec qui la relation est déjà là. On parle d'enrichir des relations, puis ici, c'est vraiment trop souvent sous-estimé. C'est bien plus excitant de partir des nouvelles affaires. Mais souvent, la plus grosse argent, elle est auprès des gens avec qui on a déjà transigé ou des gens qui peuvent nous référer, hein, des gens qui croient déjà en notre offre de produits ou services. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. C'était un épisode peut-être un petit peu plus long ce matin, mais c'est un épisode qui est important. Et puis, si vous voulez nous écrire vos commentaires, évidemment qu'il y aura une page sur lafirme.marketing, c'est facile dans Google, balado lafirme.marketing. Vous allez retrouver la page de l'épisode, il y a une section commentaires. Ce serait vraiment chouette de vous lire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à J'aime ta compagnie, c'est le temps de le faire. C'est vraiment significatif. C'est ça qui dit à Apple, à Spotify que notre balado est crédible et que ça vaut la peine de le diffuser à d'autres personnes. Alors, ceux qui l'ont déjà fait, puis on a reçu déjà quelques avis, on a des abonnés, je vous en remercie. Ça vaut de l'or pour nous. C'est ça notre paye pour ce balado. Alors, merci pour tout et je vous invite à oser dès cette semaine. Osez vous mettre en danger. Osez offrir au moins à une personne quelque chose dans votre offre. Allez oser cette semaine offrir, vous mettre en danger, vous amuser. Donnez-moi-en des nouvelles. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.